pues vamos a arrancar. On reprend. Najat, Najat, todo tuyo. c'est à toi. Bonjour, bonjour à vous tous. Merci d'avoir pensé à moi pour la réflexion, pour participer à une réflexion sur le rôle de l'art et le rôle des créateurs dans le monde actuel. Et je crois que faire cette réflexion a toute sa pertinence aujourd'hui. Je me sens vraiment je me retrouve dans le sujet de ces rencontres pour des raisons personnelles que je vais vous expliquer plus tard. Mais avant de commencer, je voudrais quelque part citer deux personnes, car tel qu'on nous l'a dit, la vie de toute personne est sacrée. Et je voudrais rappeler tout d'abord à Younes Bilal, qui était un homme de 37 ans qui vivait dans un petit village à Murcie, qui est allé prendre un pot dans un bar. Il y a quelqu'un qui est arrivé, un ex-militaire des nationalités espagnoles. Je le dis car quand les crimes sont commis par des étrangers, on cite toujours la nationalité du meurtrier. Alors Bilal est allé dans un bar prendre un pot et en fait l'autre monsieur a commencé donc à demander aux filles du bar, car en fait ces filles-là donc discutaient avec ce monsieur et d'autres donc maghrébins. Et donc l'agression était tellement, donc en fait la question ou la phrase était: qu'est-ce que tu fais de discuter avec ces maghrébins? Donc au bout d'un certain temps, Bilal donc se levait et donc a reproché à ce monsieur-là, lui a dit: mais qu'est-ce que tu as contre les maghrébins? Et donc l'autre monsieur, suite à cela, a décidé de le tuer dans ce que l'on peut considérer un crime raciste. Alors je tiens à rappeler je voudrais rappeler cet innocent qui a perdu sa vie juste pour le fait d'avoir rappelé qui il était. Je voudrais aussi rappeler une fille de 19 ans, Wassaf El-Bal, qui vit à Valence, d'origine marocaine, qui a disparu en 2019 et dont le corps vient d'être trouvé dans la maison de son agresseur présumé. Et que quelque part, une femme qui ne va pas être considérée comme étant la victime d'un crime de genre, étant donné que la loi prévoit qu'il y ait donc une relation de famille et autres. Mais moi, je pense que c'est encore une victime. Et moi, je crois que ça rentre vraiment dans ce cadre. Et c'est encore une victime de plus sur une question qui nous interpelle à nous tous. Elle aussi, elle a perdu sa vie, et elle a perdu sa vie juste du fait d'être née avec le sexe, pas le bon sexe. Je vous rappelle ou je vous amène ces deux exemples car ce sont deux formes de violence et deux formes de violence actuelles. Comment par le biais des discours et comment par le biais des discours promus à partir de certains secteurs du pouvoir, comment est-ce qu'on a créé une image, un cliché, comment est-ce qu'on a enlevé ce que l'autre avait d'humain jusqu'au point où l'on imagine que l'on peut quelque part le tuer et même anéantir sa vie. Je crois qu'à partir de la représentation que l'on peut se faire ou l'on fait dans les médias les plus importants, on intervient, on est là devant ce processus qui est en train d'éroder les éléments qui nous
nous amène à sentir l'autre comme étant un égal, et les femmes aussi. Et alors il s'agit de voir qu'est-ce que nous, en tant qu'intervenants de cet espace artistique, il faut que nous réfléchissions là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas tourner le dos à la réalité. Notre responsabilité en tant que créateur, en tant que personne qui occupe un espace et dont personne capable de créer un autre discours, en fait, nous ne pouvons pas nous permettre de tourner le dos à la réalité. Je vous ai donné ces deux exemples, car ces deux exemples montrent bien deux expressions d'injustice, deux expressions que j'observe depuis longtemps et deux expressions que j'ai pu vivre moi-même. En tant qu'écrivaine, j'ai décidé de ne pas tourner le dos à cette réalité, car entre autres choses, c'est ma réalité. Mais jusqu'à arriver à ce point, jusqu'au moment où je puis me sentir aussi en face avec le titre de ces journées, je fais tout un processus de réflexion, un processus qui était long et qui n'est pas parti d'ici. Moi, quand j'étais petite et que je souhaitais être écrivaine, je disais, je veux être une écrivaine normale, je veux raconter des histoires, je ne souhaite pas faire autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une société à la fin des années 80, début des années 90, où on nous a transmis le message comme quoi on avait il ne fallait pas un engagement politique dans la création artistique. On n'était pas dans la modernité, on était dans la postmodernité. Et on dirait que cette postmodernité devait se montrer indifférent à ce que l'on vivait dans le monde. Donc, on nous a appris à nous, en tant qu'écrivains, on n'avait qu'à s'occuper de nous, à montrer ce qu'on avait envie d'exprimer, sans faire attention ou sans créer ou sans se référer à rien qui puisse sentir l'engagement social. Et quelque part, en fait, il fallait non plus s'approcher à certaines idéologies, car les idéologies qui existaient ou qui avaient été présentes pendant le XXe siècle avaient provoqué d'énormes déceptions. Donc la seule chose qui nous restait à nous en tant qu'écrivains à faire ou créateurs à faire était quelque part de nous occuper, de s'éloigner de tout, de ne croire à rien. Et petit à petit, ils étaient en train de nous proposer un rôle complètement absurde en tant que créateur. Car si la seule chose que moi j'ai à faire en tant qu'écrivain est quelque part à m'amuser, donc à prendre une attitude cynique devant le monde, alors la littérature, dans ce cas-là, partant de cette idée-là, la littérature ne sert à rien. La littérature ou l'art, si la littérature ne sert pas, ne nous permet pas de transformer ou d'essayer de transformer cette réalité ou pour essayer de transformer les consciences, alors à quoi bon? Et alors, à quoi bon? Donc, dans ces cas-là, on peut choisir les séries de Netflix, alors qui vont nous amuser davantage. Moi, je pense qu'il doit y avoir des écrivains, je pense qu'il doit y avoir des créateurs dans ce monde qui peuvent donc ne pas s'engager, mais ce n'est pas mon cas, je ne peux pas me le permettre. Et c'est aussi quelque chose que j'ai constaté avec le temps. Quand à l'époque où je souhaitais être une écrivaine sans plus, en fait, ce que je faisais par ce choix était quelque part d'aller contre ma propre situation et ma propre réalité. La réalité dans laquelle j'ai grandi et j'ai vécu m'envoyait directement. Et je crois que le besoin d'écrire part de cette réalité m'a mené quelque part à une écriture qui montre la souffrance et les vies des gens qui ne sont jamais les acteurs d'aucune représentation. Alors, le fait de rendre un secteur important des habitants de ce monde, de les rendre invisibles, car à jour d'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont représentées et qui ont le pouvoir pour que ces représentations aient une diffusion forte pour finir ou pour influencer dans l'imaginaire collectif. Donc, à jour d'aujourd'hui, ces personnes représentées, ce
sont des gens très déterminés, avec une condition sociale, avec une origine et avec un sexe. Et même après avoir fait tout le cheminement, tout ce qu'on a pu avancer dans la question du féminisme, après avoir parcouru donc tout ce qui a trait donc à la sensibilisation sur la justice sociale. Malgré cela, les protagonistes et les acteurs de ce que l'on écrit aujourd'hui, ce sont des hommes donc d'une certaine classe sociale et des occidentaux, comme si l'homme, l'être humain, était celui-ci, comme si c'était celui-ci qui incarnait. Et nous, en tant que femmes, je crois qu'on a 300... Et nous, les femmes, on est là, on gratte, on ne fait que gratter. Depuis 300 siècles, on ne fait que gratter. Et quelque part, nous devons écrire pour créer un autre imaginaire ou pour élargir les frontières de ces imaginaires pour que, d'une fois pour toutes, femmes et êtres humains de même que l'homme, et que l'universel, ce n'est pas l'homme, et que ce qu'une femme écrit est aussi universel que ce qu'un homme peut écrire. Et en tant que personne qui a grandi dans un petit village du nord du Maroc, donc éloignée de tout, avec une langue méconnue, avec des traditions que personne ne connaît, alors moi je choisis par le biais de ma littérature, je décide de représenter cette réalité, car c'est une réalité qui n'a jamais été représentée. Mais mon idée n'est pas de rendre justice, c'est plutôt de montrer la vie dans ces petits villages où les femmes sont écartées, sont reléguées à la partie domestique, où la littérature orale était un outil de résistance face aux difficultés du monde, face aux difficultés qu'elle vivait, face à toute la souffrance qu'elle devait donc assumer. Il y a tellement, il y a autant de vie que dans n'importe quelle ville, du monde. Alors je crois que cela fait partie de notre rôle en tant qu'écrivain, c'est-à-dire regarder la vie des endroits que personne ne regarde, apporter de la dignité donc à des vies qui ne sont même pas considérées comme des vies parce qu'on les a érodées. Donc finir avec ce mur et finir avec ce processus qui déshumanise les personnes, car parce que le fait que tu prennes un pistolet et que tu tues donc un maghrébin juste par le fait qu'il est maghrébin, c'est le vieux discours, un discours qui s'est répandu et qui finit par construire un imaginaire où le maghrébin n'est pas être humain, donc on peut le tuer. Et de même avec les femmes, de même exactement avec les femmes, quand un homme est capable de finir avec la vie de ses enfants pour quelque part punir une mère ou provoquer la plus grande des souffrances, on est face à un processus qui a enlevé l'humanité de l'homme. Je regarde le temps. Je ne sais pas à quelle heure est-ce qu'on a commencé, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'ai une certaine tendance à monopoliser. Alors, je reviens à Camus. Moi, en venant, je réfléchissais aux questions, aux journées et je me pose toujours la même question, cette question philosophique, la seule question philosophique, c'est-à-dire la question de savoir si ce que vivre vaut le coup ou pas, s'il faut se suicider. Donc,
en regardant ou en abordant la réflexion féministe par le biais de cette question. Je ne sais pas si Camus s'il aurait pu donc apporter la vision féministe ou l'approche féministe. Alors, regardant la question que je me pose par le biais de la réalité de la femme, je pense que la question philosophique, ce n'est pas de s'il faut se suicider ou pas. Moi, je pense que la question actuelle est de savoir s'il faut faire des enfants ou pas. Car envisager le suicide de lui-même, c'est envisager avoir ou pas des enfants, ça nous amène quelque part à envisager le suicide de l'humanité. Car je crois qu'il y a une figure qui montre bien le mal-être de la société actuelle. C'est la figure donc de la mère seule avec un enfant. Donc une femme seule avec une créature et avec un enfant qui doit qui doit vivre de situations à un tel point injuste, une angoisse et que l'on pourrait qualifier d'angoisse existentielle. Moi, en tant que mère, à de certains moments, je me suis demandé pourquoi je fais des enfants. Pourquoi je suis en train de recréer cette question absurde. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que mes enfants vont vivre? Vu un peu l'état de la société, l'environnement, le monde, la culture, vu un peu donc comment les sociétés s'articulent dans le monde, pourquoi je fais des enfants? Et je crois que c'est la question que les mères doivent ou devraient se poser. Et je corrige Camus, je ne sais pas, mais la question que moi je me pose, est-ce que ça vaut le coup de faire des enfants? Est-ce qu'on peut faire des enfants? C'est la grande question que je me suis posée. Et ma réponse est la suivante, oui. Car faire des enfants est quelque part avoir une confiance un tout petit peu naïve, un peu aveugle, dans une toute petite porte ouverte à l'espoir. Et je crois que l'espoir est fondamental pour continuer à croire, car si nous croyons, si nous créons, en fait, c'est parce que nous croyons qu'à un moment donné, nous allons toucher quelqu'un va nous lire, quelqu'un va nous voir, quelqu'un va nous écouter. Mais faire des enfants et créer, c'est deux manières d'être là dans l'espoir, d'accompagner l'espoir, d'accompagner et croire à l'avenir. Car je crois que je suis convaincue qu'on n'est pas déterminé et que donc l'avenir va dépendre quelque part de ce que nous allons faire et de ce que nous allons transformer ou de la transformation qu'on va apporter. Et je crois que petit à petit, nous avons tous des possibilités de s'aimer et d'aller vers un changement, vers un monde plus juste. Merci. Bueno, pues gracias Najat, qué inspiración, ¿no? Merci Najat, vraiment. Alors je crois, s'il faut chercher quelque chose que nous partagions, nous les trois filles, excusez-moi, et notamment l'engagement. Alors, l'art, en fait, qui est l'âme de notre vie, en fait, cet art devient un outil, est un élément de cet engagement vital. Mais tel que tu le disais, et c'est vrai que nous venons de mondes, d'horizons très différents, mais je pense qu'on a des similitudes. Car quelque part, en fait, nous cherchons à nous rapprocher de l'autre, à être en accord avec l'autre. Mais c'est vrai que tu l'as dit, et je parle donc à partir de ma propre expérience personnelle. Donc depuis que la danse, moi je me rappelle, alors naître à Séville te marque, surtout moi j'ai dansé parce que j'ai aimé, j'ai dansé parce que je me sentais heureuse, j'ai dansé parce que je me rendais bien compte que je dansais bien et parce que cela m'apportait une énorme satisfaction. Mais tout au long de la vie, quand tu grandis, quand tu commences à te connaître et quand tu rentres dans cette danse qui fait partie de toi-même, tu te rends compte que à
arrivé à un certain moment, tu ne le fais pas pour toi-même. Tu le fais pour encore une autre chose, pour autre chose. Moi, quand je commençais, le public était celui qui, quelque part, allait accepter ce que je faisais. J'attendais toujours le retour de ce public. J'attendais toujours voir ce que le public me disait pour continuer. Mais avec l'expérience, la vie, la maturité, à la fin, tu te rends compte que ce que tu fais n'est pas pour toi. Et si tu n'intègres pas que ce que tu fais, et notamment pour créer cette relation avec ton public, si tu ne comprends pas que ton œuvre s'arrête au moment où tu as la représentation, comment ce spectateur le perçoit ton travail, si tu ne l'as pas compris, tu n'as rien compris. Quelque part à la fin, la danse est un dialogue. Tout d'abord en interne avec les personnes qui t'accompagnent. Pour mon cas, c'est Herbie et l'artiste, c'est-à-dire c'est à nous deux que nous créons les sujets. Ce dialogue interne avec ton équipe quand tu souhaites de créer un monde différent ou un monde dans une scène, et quand tu as les lumières, tu as le responsable donc tes musiciens, en fait, les gens qui t'entourent, en fait, c'est un dialogue. Mais tout cela a un sens. Uniquement un sens si c'est lui qui est devant toi, si là en face, celui qui vient te voir, qui vient partager avec toi, perçoit, le prend dans son corps et fait sa propre interprétation de ce que tu es en train de lui transmettre. Il y a autant d'œuvres que de spectateurs, il y a autant de dialogues que de spectateurs, c'est-à-dire de tous ceux qui vont voir ce que tu transmets, tous ceux qui vont t'interpréter ce que tu transmets. Et c'est la grandeur de l'art et la grandeur de la danse. Au long de ma vie, j'ai toujours eu, et je me suis toujours sentie responsable. L'art est une responsabilité éthique. Et cette responsabilité vient du fait d'avoir été toujours dans l'obligation de convaincre. Les Espagnols qui sentent le flamenco, moi ça me fait de la peine quand je me rends compte que le flamenco n'est pas reconnu comme ce que c'est. Et quand les gens te disent olé, non, c'est pas ça uniquement, ça va au-delà de cela. Je me sens triste quand il y a des gens qui ne vont pas au-delà. Il y a beaucoup de résistance encore. Et c'est ma lutte quelque part pour une résistance, un travail pour que les gens comprennent autre chose. Il y a autant de choses derrière l'art, autant d'efforts, autant de valeurs, autant de gens, et ce n'est pas quelqu'un qui lève les mains et qui... Non, c'est pas ce génie, non. Derrière ce génie, derrière cet spectacle, il y a un travail émotionnel, un travail rationnel pour arriver à quelque chose que l'on voit, on dirait simple, mais un travail qui ne nous laisse pas froid, qui nous surmerge. Il y a un travail derrière, c'est un travail fantastique. C'est pour cela que je revendique la création chorégraphique comme étant une merveille de l'être humain, de l'homme. Et il y a en plus comme un outil qui permet de partager, de transmettre, de renvoyer, que cet spectateur qui est là, quand tu regardes le spectacle, n'importe quel type de spectacle, en fait, en regardant un spectacle, il puisse se reconnaître. Parce qu'il partage des choses, parce qu'il y a un partage des choses. C'est pour cela qu'au début de mon intervention, je vous disais que artistes et spectateurs, quelque part, en fait, se sentent plusieurs... C'est la même personne avec des casquettes. Ce sont les casquettes qui changent. C'est vrai que moi, je fais le travail, mais mon travail n'a aucun sens sans l'autre, sans cette autre casquette. De revendiquer le travail humain et revendiquer l'art comme étant un outil de compréhension, un outil d'engagement et un outil de rapprochement. C'est vrai que j'ai commencé à l'école, donc petit à petit, en fait, la danse devient mon travail. Ensuite, mais moi,
je parle de moi, ce qui donne sens à ce que je fais et qui a 57 ans, après avoir eu une compagnie, vu mon expérience, vu mon vécu, j'arrive à comprendre. J'ai compris que tout cela a un sens parce que je le partage. Et il faut que ce que je fais doit être utile. C'est pour cela que je reviens donc à cette magnifique phrase qui dit que l'art d'aider à vivre, la danse aide à vivre. La danse doit être présente dans l'éducation des enfants, car la danse... En fait, la danse est possible parce que l'outil qui nous permet de développer notre émotion ou de canaliser notre émotion est notre propre corps. Nous sommes tous des danseurs, nous avons tous un corps. Nous, on voit ces enfants qui écoutent donc une guitare ou autre, en fait, ils se mettent à danser. Ça, c'est danser. Hier, nous entendions Noah chanter et elle dansait. Tu danserais bien. Te voir à toi, te voir chanter, voir tous tes mouvements. En fait, si on me coupait le son, je dirais, elle est danseuse. Mais hier, lors du repas, donc en fait, j'ai discuté avec Najat et je me disais, elle aussi, elle danse. Alors quand moi j'ai écrit, c'est mon corps qui se manifeste. Quand j'écris, si je vois qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien le marquer ou à bien, je me dis, j'essaye de rendre ce récit une danse. Nous sommes tous des danseurs. Il faut que on écarte, on oublie la résistance au corps qui nous est imposée par autant de religions. Je crois qu'en fait, si on dansait davantage, le monde serait meilleur. Et une des actions qui m'occupe est un projet dans un centre à Fuenlabrada, c'est-à-dire dans la périphérie de Madrid, dans un village ouvrier avec une population forte de migrants et avec une forte activité culturelle. Notre projet est ce centre chorégraphique qui a une tâche. En fait, Harvey et Larty et moi, nous l'avons conçu. Lui, il vient du Maroc et quelque part, en fait, il s'agit de rapprocher ces deux suds. Un sud qui est au sud et un sud qui est plus au nord. Et quelque part, dire que par le biais de la danse, nous pouvons aider, nous pouvons faire en sorte que l'on cohabite mieux, que l'on soit bien. Il faut dignifier la danse, il faut apporter de la dignité à la danse. Peut-être, vu mon public, en fait, peut-être, c'est vrai que parmi les arts, la danse est toujours est un peu oubliée. Et peut-être que c'est dû à la présence de femmes. Si vous allez de la femme, si vous allez dans un ballet ou si vous allez dans un cours de danse, vous allez retrouver qu'il y a énormément de femmes et il y a très peu d'hommes. Et moi, j'ai le sentiment que la danse a toujours été écartée parce que c'est un art féminisé. Et quelque part... ça nous entrave quand on veut revendiquer la danse comme un art. Et ensuite, sur le corps, un corps que l'on tâche. Donc, ma mère me racontait que le cardinal Segura à Séville, pendant les périodes franquistes, un jour, il a décidé d'interdire la danse. Vous imaginez que l'on interdise la danse à Séville? Et en fait, il a dit qu'il fallait l'écarter, il fallait l'interdire, alors que c'est la manière que nous avons à Séville de montrer. Il y a toujours des raisons pour danser à Séville. C'est notre manière de nous exprimer. Et bien évidemment, personne donc à respecter. Alors en fait, ma mère me disait, 2 jours plus tard c'était la feria et tout le monde était habillé et bien évidemment on dansait. Qui n'allait pas danser? Donc on souffrait d'une censure trop importante. Donc quelque part nous au centre à Fuenlabrada, notre travail quelque part nous amène à faire on travaille pour les autres, on travaille pour qu'il y ait
on se sente tous inclus, tous appartenants, que ces immigrants se sentent appartenants. Parce que je crois que quelque part, dans cette création de société, on est en train de se tromper. On fait déjà des actions que l'on dirait qu'elles aident, mais on ne voit pas les résultats. Donc, par le biais de la danse, on travaille le handicap et il ne s'agit pas de le raconter, il s'agit de danser. Il s'agit de faire. La danse nous permet de finir avec les frontières. Danser te permet de regarder l'autre et de partager le même code. Et ces actions, si la danse a un objectif, je ne sais pas si je veux continuer à danser, mais quelque part, je crois que je vais me consacrer à aider, à faire en sorte que la danse soit plus présente dans nos vies. Ou en tout cas, je vais essayer par le biais de la danse. Alors, tous ceux qui ont consacré leur vie, c'est sur ces connaissances. Et avec cela, je veux dire que la danse n'est pas uniquement une pratique physique. Non, dans chaque danse, il y a un message humain. Il y a un travail, il y a des valeurs que nous devons donc continuer à transmettre. Pour conclure, je ne sais pas si j'ai encore du temps ou pas, mais je crois que je n'ai rien oublié. Donc, et je garde notamment cette phrase. C'était une magnifique phrase. Merci Anne et merci Camus, bien évidemment. Et que l'art aide à vivre et que la danse nous aide à vivre. Il faut que nous intégrions la danse, car la danse, c'est nous tous. Et ce n'est pas une phrase faite, non. J'ai le sentiment que la danse est tout près de notre émotion, de notre corps. C'est ce qu'il y a de plus près de notre corps, de notre émotion et de l'être humain. Bien, shalom et bonjour à tous. Oui, je vois que je me suis trompé d'avoir accepté à parler la troisième. Non, c'est une boutade. C'est un énorme honneur d'être ici parmi vous. Avec vous, c'était très émouvant ce que vous avez dit, sincèrement. J'ai remarqué maintes reprises que mes yeux commençaient à pleurer, mon esprit démarre, il est à pleine vitesse pour essayer de réagir à tout ce que vous avez dit. Certaines choses que vous avez dit, c'est des choses que je souhaitais également dire, c'est naturel. Maintenant, je vais prendre tes romans, je vais tous les lire, tout ce que vous avez écrit, vous, et je suis absolument surprise par vous. Vous êtes une personne merveilleuse, j'étais enchanté de te voir et de t'écouter. Il y a quelque chose de très intéressant dans l'art et la littérature et la danse. C'est que beaucoup de personnes pensent qu'on choisit être artiste. Non, je crois que c'est l'art qui nous choisit. Moi, je suis rationaliste, je ne suis nullement religieuse, mais cependant, je crois que oui, il y a un esprit, un fantôme, je ne sais quoi, qui rentre dans le corps d'un artiste, d'une écrivaine, et c'est comme la voix douloureuse. Cela, vous allez l'emporter pendant toute votre vie. Et l'idée, c'est que ce voyage doit être un voyage substantiel. Les deux, vous avez transformé vos voyages en quelque chose de très substantiel et vous avez irradié autour de vous. C'est merveilleux. En lisant les cartes de Camus sur la vie, ses propos, sur l'absurdité et également notre révolte contre l'absurde, je me sens très représenté. Gil et moi, nous avons maintenu des conversations sur la signification du dialogue. Et le dialogue peut être aussi quelque chose qui n'a pas de sens si l'on croit que rien n'est rien. Moi aussi, j'ai 3 enfants et je me pose la même question que tu te poses. Où va-t-on avec tout cela? Et ma réponse est assez semblable à ce que tu viens d'évoquer. Pour moi aussi, c'est un débouché de pouvoir chanter. Et on peut ajouter à ce que vous avez dit
Et ce dialogue qui parfois est sans sens, ce n'est que de la révolte. Il y a quand même une recherche. Et notre recherche, c'est trouver cette résonance, cette beauté. La beauté sauve le monde. J'adore ces propos, cette citation. Et qu'est-ce que c'est que la beauté, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est directement relié au langage hébreu. Yafé, c'est en hébreu la beauté. Et ce terme a une racine if-a. Et if-a veut dire émergence, révélation. Quelque chose qui se révèle subitement. Nous observons, par exemple, dans une petite fleur en plein milieu du désert. C'est quelque chose de si beau, quelque chose qui ose effectivement exister, de même que ces danseuses qui ont osé danser malgré les interdits de l'Église. Et précisément parce qu'elles vivaient cette passion. C'est quelque chose d'extrêmement beau. Sur le flamenco, franchement, je dois vous avouer que c'est l'une des formes d'art les plus surprenantes et extraordinaires. Je sais qu'il y a des préjudices. Moi, je viens d'un autre endroit et je ne comprends pas tellement cette division entre le nord et le sud. Mais moi, depuis ma position en dehors, le flamenco est mystérieux, émouvant, surprenant et extrêmement intellectuel. C'est si difficile pour nous qui venons d'ailleurs de vous comprendre. Bien sûr, on nous dit oui, mais ce sont effectivement des gitans et simplement ils applaudissent, n'est-ce pas? Et ils dansent aussi. Non, mais non, mon Dieu. Quand on a certaines connaissances de la musique, on voit que c'est extraordinaire ce qu'ils font avec les guitares, avec les mains, c'est un immense univers, c'est waouh, c'est incroyable, n'est-ce pas, ce qu'ils arrivent à faire. Et c'est terrible que cela n'est pas valorisé comme cela devrait être. Pour moi, c'est quelque chose absolument de sublime. D'ailleurs, je ne crois pas pouvoir faire de la musique sans danser, composer de la musique, mais c'est tout. La danse est complètement imprègne tout. Même la manière de laquelle on joue de la guitare, c'est la manière de respirer, comment l'air passe à travers le corps. Et nous recherchons cette beauté, cette révélation, ce petit mystère, c'est ce que nous poursuivons. Nous essayons de révéler quelque chose dans la condition humaine, sans la noirceur de tous les autres éléments. Il est très facile de se décourager, de se déprimer. Et la tristesse, pour moi, ça, c'est la sortie facile. Mais il y a beaucoup de personnes qui tombent dans cette dépression avec le cynisme. Ils le combinent avec du cynisme. Et cela, eh bien, semble trouver un moyen. Et on l'oublie. Nous, on sort beaucoup et vous savez, nous, on parle de la paix et de la joie. Et je me rappelle aussi de Simone Pérez et de ses paroles. Les optimistes et les pessimistes vont tous mourir de la même manière. Mais certainement, ils vont vivre bien différemment. Et moi, je préfère vivre comme optimiste. Je n'ai pas des raisons pour vivre pessimiste. Si je vis comme optimiste et je crée un univers autour de moi qui puisse générer des énergies positives, peut-être, à un endroit, les molécules dans l'univers vont se déplacer et on va pouvoir créer une réalité, comme disait Najat. N'est-ce pas? Ce sont ces papillons, les ailes des papillons qui se déplacent et notre mouvement est la voix. Et c'est un petit mouvement qui ne cessera de croître pour atteindre l'art qui, espérons, atteindra le cœur des personnes et permettra de changer quelque chose dans la manière dans laquelle ils vont décider d'être dans les moments les plus difficiles. Ce que nous essayons, nous les artistes, c'est bouger quelque chose dans l'âme. Et à un moment critique de ces personnes, hommes et femmes, peut-être ils se souviendront qu'ils ont cette mémoire de cette énergie positive extraordinaire qui a été provoquée par l'art. Et peut-être que cela leur permettra qu'il y a quelque chose de différent et qu'ils puissent penser différemment. Cette jeune était là sur la scène. Pourquoi elle n'avait pas peur de chanter devant tellement de personnes? Je
réfléchis en termes de mon père. Mon père est venu voir quand il vient voir mes concerts, il est au bord de l'infarctus, constamment. Elle va tomber de la scène, attention. Est sûr qu'elle va chanter quelque chose et il aura une fausse note, par exemple. Il vit ça très mal. Et, bon, ma grand-mère, qui est morte récemment, à l'âge de 97 ans, elle-même, elle l'aurait dit, mais tu es né comme un oiseau, vole de tes ailes, étends tes ailes, tout ira très bien, vole. Et voilà ce qu'elle me disait, ma grand-mère, et c'est fantastique d'avoir pu grandir avec elle. Les femmes Djemeni ont beaucoup souffert et elle est très forte. Et je suis enchanté de pouvoir dire cela. Et j'espère que j'ai hérité un peu de sa force et le passer cette force à mes enfants pour qu'ils puissent transformer ce monde en un lieu meilleur. Et c'est le moment où l'on se rappelle que l'art peut vous donner un point de référence du possible. Et je crois que c'est là notre grand privilège quand nous voyons une danseuse de flamenco, ce qu'elle arrive à faire avec son corps. C'est incroyable. Et on revient chez soi en disant « tout est possible. Dans mon petit monde, je peux changer quelque chose. Je peux permettre que les molécules puissent se déplacer. Voilà ma révolte contre l'absurdité de la vie et de l'abysme. » Où nous conduit tout cela? Non, il faut se révéler. Et Camus l'avait dit, il faut faire un art de manière dangereuse. Parce que pendant des années, on a fait de l'art et de l'amusement, mais ce sont des choses différentes. C'est très différent. L'art peut parfois amuser, mais ce n'est pas sa raison d'être. L'art, c'est carrément provoquer quelqu'un. Vraiment le bouger. On est ici pour faire bouger les choses, pour provoquer, pour émouvoir, pour provoquer une réaction chez les personnes. Parfois c'est agréable et parfois ce n'est pas agréable. Mais c'est pas là notre rôle d'être gentil. Chacun a son rôle. L'amusement aussi a son rôle. Il est important qu'il existe pour que les mariages soient heureux, n'est-ce pas? C'est agréable, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes là. Ce n'est pas notre raison d'être. Parfois, on paye un prix en raison des décisions que l'on prend. Mais moi, je dois dire quelque chose à cela. D'abord, il n'y a aucune décision importante que l'on prenne dans la vie qu'il n'y ait pas un prix à payer. Décidez, pensez, réfléchissez. Si vous souhaitez avoir un enfant, eh bien, vous payez un prix. Najat s'est assis à côté de moi et il m'a dit, il faut que tu te coupes les cheveux. Parce que c'est vrai qu'avant, à 20 ans, j'avais des cheveux très longs. Mais en réalité, j'ai perdu mes cheveux peu à peu avec mes enfants, à chaque naissance, d'une manière ou d'une autre. Le prix a-t-il valu la peine? Mais bien sûr, pour les enfants, toujours. Et j'ai 52 ans à présent, et je suis très fier du parcours que j'ai pu réaliser, et je suis très fier. Et si j'ai moins de cheveux, ben tant pis, il reste toujours quelque chose, n'est-ce pas? Et ce qu'il importe, c'est que les choses qui véritablement sont importantes se trouvent ici, dans le cœur, dans la sagesse que vous atteignez avec l'âge. Et puis, après, évidemment, on sait ces injustices de la société à l'égard des femmes. Il y a toujours la société et la religion, il faut dire qu'elle est là, qui nous a mis effectivement ces obligeances. La sensibilité, là en bas. Ne parle pas de ton corps, ne parle pas de sexe. Et elle enferme les femmes, parce que les femmes sont des mauvaises personnes. Réfléchissez sur les chamans, sur les danses des femmes. La sexualité faisait partie de tout cela. Le corps, l'art, toutes ces synergies étaient bien présentes dans ces tribus et à un endroit merveilleux. Et quelque chose, eh bien, a été mal fait et nous pouvons le changer avec de l'ouverture en sortant toute cette information. N'ayons pas peur. Une femme peut perdre les cheveux
Bien, ben alors écoutez, il y aura toujours des moyens pour résoudre ce petit problème esthétique. Donc, on m'avait dit, tu vas pas vendre des disques si tu ne récupères pas ta chevelure. Ben non, mais de toute façon, tu m'as donné, tu sais, l'opportunité de parler quelque chose de très important. Donc ne t'excuse pas, c'est très bien d'avoir dit cela. On a toujours peur, n'est-ce pas, de parler de ceci et de là. Peut-être quelqu'un ne va pas nous plaire, on ne va pas plaire à quelqu'un parce qu'on a changé, mais non. Et puis la misère de ne pas être capable d'être ce que nous sommes et de le dire avec courage et de demander et d'exiger « aime-moi parce que je suis comme je suis, je vaux la peine. Si tu souhaites me changer, tu n'obtiendras pas cela. Et si tu veux que je change, prends la porte, elle est là. » Et c'est quelque chose que je disais. Et les femmes aussi. Maintenant que je te regarde avec une énorme envie et je souhaiterais faire ce que tu fais, c'est si joli. Et qui va nous obliger à changer notre manière d'être et nos cheveux? L'âge de la sagesse est merveilleux et tout cela est relié. Faire de l'art, mais dangereusement. Et être courageuse pour être qui nous sommes et l'exprimer tel que nous le faisons. Et aussi, pour revenir sur le prix de parler est élevé, mais celui du silence est bien plus important. Et qui va payer le prix du silence? Peut-être pas nous, parce que finalement, quand on se tait et on est assis et on reste à l'écart et on est cynique. Vous savez, il y a quelques années, j'avais essayé de faire un concert pour la paix. Les Israéliens et les Palestiniens ont tellement travaillé pour le faire et cela n'a pas été possible. Et j'écoutais toujours ce que disaient les Palestiniens et les Israéliens et ensuite les hommes politiques. Et tout se terminait sur un oui, mais si on fait ceci, oui, mais si on fait cela, et on va vous critiquer, etc. Et maintenant, je ne dis plus oui, mais. Et je dis oui, et qu'est-ce que tu penses faire? Et quelle est ta suggestion? Et quel est ton rêve? Ce n'est pas un oui, mais un oui, et. Que va-t-on faire? D'où nous allons partir et jusqu'où on va arriver? Parce que personne ne va faire le travail à votre place. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont le faire, mais comme ils le souhaitent. Et ça, c'est dangereux. Ceux qui vont faire le travail pendant que vous êtes silencieuse vont vous voler la vie. Et vous devez être consciente de cela. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas... véritablement, révolte-toi contre cela et que ce soit beau, parce que ça, c'est très important. Ça vaut le coup de lutter pour cette beauté. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. La beauté est un concept qui est directement relié au fait d'avoir une vie en création et qui est une bonne vie. Ça vaut le coup. Excusez-moi, je me perds dans mes paroles. Excusez-moi si je vous fatigue. Maintenant, je vais passer la parole à mon compagnon parce qu'il va dire quelque chose. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. Le micro, je vous en prie. Merci. Je me sens si petit après avoir écouté ces trois grandes femmes. Chacun d'entre vous, j'en ai pas besoin. Je sais très bien ce que je vais jouer. En parlant de Camus, nous avons tellement d'absurdes et de paradoxes dans notre vie, mais l'une d'entre elles, une paradoxe essentielle finalement, c'est que l'absurde, c'est que nous essayons de trouver un sens, n'est-ce pas, dans un univers qui n'a aucun sens. Mais une autre absurdité, c'est comment le faire. Comment le faire? Nous le faisons avec des paroles, des symboles et des concepts. Nous sommes des esclaves et nous sommes prisonniers des concepts. Et ces concepts et ces catégories, pourquoi sont-ils là? Ils sont là pour nous éclairer, pour nous dire les choses, mais en réalité, ces concepts aussi sont comme des nuages qui nous lancent dans une énorme confusion.
On a tellement de choses dans la tête, tant de mots qui ne sont pas suffisamment bien définis. Et ça fait un bruit d'oiseaux, n'est-ce pas? Des nuages qui s'entremélangent, qui mélangent les concepts et qui vous empêchent de voir le soleil. Et ça, c'est une énorme paradoxe. Nos propres outils pour penser nous bloquent la compréhension d'une certaine manière. Et moi, je vais vous donner certains exemples intéressants comme moi-même, comme personne. J'essaie de me révolter également. Comment j'y parviens? Parlons de la responsabilité, parce que parler de la responsabilité est quelque chose d'important. Et aussi de l'autre, d'accepter l'autre. Mais par ailleurs, ne pas tomber dans le piège postmoderniste que tout est la même chose et que tous les idéaux sont égaux et que tout est sur le même niveau et qu'on peut embrasser nos voisins cannibales parce qu'ils sont une tribu et il faut respecter et il faut continuer à respecter le cannibalisme. Non, attendez, essayons de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que finalement la responsabilité? Eh bien, moi, j'essaye d'écouter les paroles et chercher la racine des paroles. J'essaye de méditer sur ce qu'elle signifie. Et qu'est-ce que c'est la responsabilité? La responsabilité veut dire que si moi je suis responsable, c'est que je réponds à tout cela. Et qui alors n'est pas responsable? Vous d'être mort pour ne pas être responsable si je me tiens à ce que je viens de dire. Donc, c'est comme dire, vous êtes responsable si vous êtes vivant. C'est un peu la même chose. Et puisque vous êtes vivant, vous êtes responsable. En hébreu, et de là provient mes origines, en hébreu, nous avons un terme très beau. Il n'existe pas le mot responsable à la manière occidentale, comme on l'utilise. Ah, tu n'es pas responsable, toi, oui, par contre. Non, nous on dit Arial Yut. Ariel veut dire l'autre. Arial Yut, c'est l'habileté, l'adresse d'inclure l'autre en toi-même. Ça, c'est le sens littéraire. Donc, en hébreu, il y a des personnes qui n'écoutent pas ce que l'autre dit. Et Ariadut veut dire responsabilité, parce que vous êtes en train d'inclure l'autre en toi. La première fois que j'ai réfléchi sur cela, vous savez ce que c'est le Bar Mitzvah. Vous savez, c'est une cérémonie du passage d'un âge à un autre. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. Cela qui veut dire qu'à partir de là, vous êtes responsable. C'est l'âge de la maturité, selon le judaïsme. Et c'est l'âge, donc, et normalement, on atteint à l'âge de 13 ans. Et pendant cette cérémonie de Bachel Bar, du fils de Noah, j'ai pris la parole. Et je devais trouver certaines paroles dans cette cérémonie. Et j'ai choisi que véritablement c'était le moment pour l'enfant de Noah d'être responsable. Et je lui dis que cela voulait dire qu'il devait commencer depuis lors à inclure l'autre dans son propre âme, dans ses considérations. Et c'est quelque chose de très différent parce que quand la maman dit à l'enfant « tu devrais être responsable », moi, par exemple, je vais te laisser avec la responsabilité de t'occuper du petit garçon pendant que je sors faire les achats. Cela veut dire que alors un robot pourrait être responsable de faire attention à lui, n'est-ce pas? Mais l'enfant, celui qui peut être responsable, c'est qu'il doit sentir cet autre petit frère en soi. Il doit sentir qu'il doit répondre et il doit sentir l'altruisme. C'est pourquoi le mot authentique serait altruisme et non pas de responsabilité. Être altruiste, donc d'inclure l'autre en soi-même. Ça, c'est la première chose que je souhaitais dire. Et la deuxième chose, c'est que quand vous réfléchissez et vous pensez à l'autre, vous devez faire attention. Et moi, je fais très attention là, parce que
Là, il y a des énormes pièges qu'il faut éviter. Ce sont des pièges profonds. C'est comme si vous trouvez une faille au milieu de la montagne et vous tombez dans l'abîme. Les pièges, ce sont les détonants, parce qu'il y a des détonants sur être altruiste, parce que nous avons cette capacité de rentrer tout seul dans les pièges. On peut voir quelqu'un dans la rue, n'est-ce pas, qui passe un mauvais moment ou simplement il est pauvre et on souhaite faire quelque chose. Mais cela est dangereux, parce que là, nous sommes motivés par la compassion. On ne parle pas d'un altruisme pur. Nous sommes en train de parler d'utiliser la compassion comme l'altruisme. Et ensuite, il y a la culpabilité. Et ceci est très important. Je m'imagine, par exemple, dans le christianisme, ces deux termes. Mais observez cela. À combien de personnes pauvres, opprimées, je dis bien des communautés opprimées, combien d'entre elles dans l'histoire sont devenues ensuite des oppresseurs? Combien de tribus on a massacrées et la tribu ensuite a massacré la tribu B et ensuite la B a massacré la C? Et combien d'entre elles sont devenues à un certain moment des opprimés et après des oppresseurs? C'est pourquoi il faut être très conscient de ne pas nous précipiter et aider les pauvres parce qu'ils sont là et parce qu'on croit que de manière superficielle, les pauvres sont les opprimés qui ont besoin de cette aide. Oui, les pauvres méritent de la compassion et de l'aide, sans doute, mais pas absolument. Cela veut dire qu'en plus, il faudrait pas le faire parce qu'on se sent aussi culpable d'être privilégié. Il ne faut pas se sentir coupable. Nous sommes des privilégiés parce qu'on est ici dans cette salle, n'est-ce pas? Aussi. Mais en d'autres termes, et pour revenir à Camus et à l'absurdité de vivre et à chercher des solutions, quelle est la question essentielle? Je crois que la question essentielle, c'est que nous avons besoin d'une alternative à une morale, à un code moral, à une théorie morale ou à l'éthique, parce que finalement, sur quoi est fondée l'éthique? Là, j'ai une suggestion que je vais présenter de manière très humble, car la plupart des théories proviennent de la religion. Et pour moi, c'est quelque chose de très dangereux, parce que cela nous amène aux hommes, aux religions monothéistes, que vous avez été expulsés du paradis parce que, précisément, tu as fait un mauvais choix et tu as mangé cette pomme interdite. Mais si tu ne peux pas distinguer le bien du mal, alors il faut me suivre. Quel que soit ce leader, soit-il le cardinal, le rabbin juif ou le pape ou quel qu'il soit. Nous savons que nous parlons avec Dieu, nous savons ce que c'est que le bien et le mal, et on sait ce qu'on sait. Mais si vous ne savez pas distinguer le bien du mal, on vous raconte qu'il y a ce livre sacré, et c'est la méthode à suivre, et que vous n'avez pas de faculté pour pouvoir tirer des conclusions. Et là, finalement, on termine par choisir sa voie. Et je dis bien que là, il y a une énorme faille dans cette porte, et je suggère une alternative. C'est une révolte, et c'est très simple. Chaque moment de la vie est comme une espèce de fourchette. Vous devez prendre la décision de faire ceci ou cela, d'aller à gauche ou à droite. C'est comme un carrefour. Et il y a une façon de se déplacer à travers tous ces carrefours de cet arbre à décision. Eh bien, selon tes meilleurs sentiments et tes pensées, tu dois toujours choisir la décision qui peut être réversible. Par exemple, si je renverse le verre ici, ça sera bien plus réversible que si je le jette par terre, n'est-ce pas? Parce que si vous jetez... It's more irreversible. If you kill a man, that's the ultimate irreversibility of life. That's about violence. So every little act, you should be aware, is this the reversible path or the less reversible path? So
So I don't know what is good and bad. But I know that reversible is always better than irreversible. And that is a very tiny philosophy. But if you think daily, you can find a question, you can find meaning in that. In this world without meaning, so regardless of the big meaninglessness, we can all look at the absurd and say, yes, but we can choose the more reversible path. And for me, that is good. That's good enough. And we don't look for bigger good than that. Because that is not good. Thank you. So we said we would end with a little song here. I've chosen something that will surprise Gil, but it's the right thing that I have right now. Gil and I have spent a lot of time in our career working for peace, working to inspire dialogue and understanding and to build bridges. One of the fascinating women that we have met is a Palestinian-Israeli singer and songwriter by the name of Mira Awad. I met her in 2000, the year 2000. She's a multi-talented Renaissance woman, an actress and a designer. She's a singer and a songwriter, instrumental philosopher. She's really quite an extraordinary woman. We toured together, we performed together, we became good friends. And in the year 2009, I was approached by the Eurovision Song Contest to represent Israel. Now, needless to say, because of everything we talked about, I've never seen myself as an entertainer, rather as an artist. Eurovision is not my cup of tea. It's nice. it's very funny. It's very funny. Yeah, that's right. It became a rebellion for gay rights and for LGBT, definitely. But not a musical place that I would normally connect to. But I saw it as an incredible opportunity, a media platform to convey a message. And I decided to take the Camus route and to make my art dangerously. So I wrote a song. I insisted to write my own song and not to have, there are the songwriters that write all the songs. They have a system exactly. No. I wrote a song and I said, this is my song that I want to convey. This is the message I want to convey. I asked Mira to join me. I said, Mira, come on, let's go on this crazy journey. She said, are you nuts? One go to Europe? They're going to kill us. I said, aha, that's the reason we have to go. And let's go together and represent Israel in a different way because, Israel has 20% Arab citizens. Many people don't know that. They don't even understand the difference between the Palestinians that live in the occupied territories, the West Bank and Gaza, and those that are citizens of the recognized borders of Israel. So we want to go represent this part of the complexity. We're going to sing for the first time in Arabic, in Eurovision. Arabic, Hebrew, and English together. Yalla, let's do it. Let's balagan, we say. Let's make a mess. It'll be fun. It'll be interesting. And we did. And, okay, so needless to say, the amount of crazies from both sides who threatened our lives and said that we were criminal, the Jews and the Arabs. They said that we were covering the conflict with a fig leaf. And I said, no, we're not. We're not trying to make the conflict beautiful. It's not beautiful, it's ugly. Our solution is peace. We are projecting into the future a possibility of what can be if people embrace dialogue. What can emerge? The beauty, remember we talked about beauty as an emergence in a black ocean. What beauty can emerge if people actually see each other as human and equal, and if women stand in the front courageously and do their thing? All of these messages, that's what we're putting forward. We're suggesting something to strive for. And that's what I would like to sing for you now.
Tell me all my heart really needs to know. Oh, sister, so dear, you and I are here, raising up a voice that is clear. And when I cry for both of us. My pain has no name. And when I cry to the merciless sky and say, there must be another way. There must be another way. עינייך אחות, כל מה שליבי מבקש אומרות. עברנו עד כה דרך ארוכה, דרך כה קשה, יד ביד והדמעות זולגות זורמות לשווא. כאב ללא שם, אנחנו מחכות רק ליום שיבוא אחרי. There must be another way. There must be another way. There must be another way. דרך ארוכה נעבור, דרך כה קשה, יחד אל האור, עינקי בתעול, كل الخوف يزول. לאן وما في عنوان وحيد للأغصان بنادي للمدى للسما العنيدة. There must be another way. And when I cry for both of us. My pain has no name. And when I cry to the merciless sky and say, there must be another way. There must be another way. There must be another way. תודה. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias a los cuatro. Creo que habéis representado perfectamente lo que buscábamos a través de esta conversación. Es decir, que cada uno podríais mostrar vuestros universos propios y en esa necesidad de diálogo, ¿no?, con los otros. Y la verdad es que habéis generado esa energía y ese diálogo que tanto buscábamos. Así que muchísimas gracias. Abrimos, si hay preguntas del público, tenemos... ¿Sí? Espera, Nuria, creo que aquí hay una primero. No, Nuria. No lo puedes coger, por COVID no se puede coger, o sea, tiene que pasar las personas y lo acercan a ti y puedes hacer la pregunta. No, the question is for you. So, the conversation we've been having, and may I know who you are? Yeah, Sorry. We've been having a conversation about that. No, excuse me, I was just asking to know who you Oh, are. I'm sorry. My name is Natalie. Natalie Hamza. I'm from Bethlehem. Oh. And so I've been listening to this. You're very engaging, and I'm going to tell you that
last night was very difficult for me. Because on one hand, there's the beauty of your voice, and I'm a poet, so on the other hand, the presentation of the words were in contradiction, I felt, with the beauty. Because we spoke about the importance of words, and you spoke about your work of peace. But I think right now, we have to push the conversation further. This is no longer about a question of speaking between Palestinian and Israelis. This is about Israelis speaking to civil society. Because you use the word conflict, and I think we are beyond using this word. Because there is in Israel who is oppressing the Palestinians. And we have to use those words, because those words carry an energy. And for us really to do the work, honestly, then this is how we can move that dialogue. Because once upon a time, I would be too afraid to sit in front of you and tell you what I'm telling you now. Because I was not given the space nor taught that I could have the courage to do it. I was not in any space. And so, as you open the door to this dialogue, I ask you to tell me, perhaps, or you don't need to. I hear you. I hear you so clearly. Can I react? Okay. Thank you for saying that so courageously. Right? Look, let me give you a little bit of my personal background. Right? I was born in Israel, but my parents moved to America when I was a little girl. My father was going to Columbia University studying chemical engineering. My parents were afraid that we would lose touch with our Jewish and Israeli identity, so they sent my brother and I to a very religious Jewish school. We were not religious at home. The school was of rich people, and Ashkenazi people, would say white-skinned. I was the only poor, dark, and secular girl in this school. It was good, because it drove me to excellence. My only way to survive was to be the best student in the class, and through my music and my voice as the soloist of the choir. Really, it was my survival method. But in this school, I heard the narrative, one narrative, the Jewish one. Truthfully, didn't know what the Palestinian people were until I was 22 years old. After my military service even, in Israel, because I returned to Israel at the age of 17. I fell in love with an Israeli young man. I came to return to Israel. I went through the army. Oblivious of the other reality. And then I started my career. I became famous very easily at 21. Not easy, hard work, but quite young. It happened very quickly. And then 30 years of Villa Rosa. And then journalists, like not you, you're not a journalist, but journalists. So, no, what do you think about that Palestinian-Israeli thing? And I'm like, what? And I said, what are they talking about? Really, I didn't know. But then I knew. And from the moment I knew, I could not unknow. And that's why, my friend, I've dedicated a great deal of my life to this activity. The big change for me happened when Yitzhak Rabin was murdered. Gil and I were singing on the stage 10 minutes before in the peace rally. Because once I knew about the conflict, and once Arafat and Rabin started talking, I said, oh my God, hallelujah, someone's trying to change this horrible situation. Let's support them. Let's be there. No other artists in Israel were willing to be, The big names, nobody. Everyone was afraid. And by the way, I tell you again, same for Palestinian artists. They won't do, when I come up to them and I say, come guys, let's make a statement, let's say something. A million excuses. No, it's normalization. No, we don't want. I understand. I'm sorry about it. It makes me sad. Because I think we have to be courageous to break the paradigm. Because like you said, we have to use sometimes hard, big words. Yes, oppression, occupation. I use these words. That's why I am what you would call a controversial artist. Maybe you don't know so much about me. But I am. And I've also paid a very high price for this commitment to using these words. Let me give you I spoke today in the morning, or I don't remember which conference it was.
about the organizations that work for peace in Israel. I'm a big believer in talking about these people and highlighting what they do, because they do the hard work and the thankless work of trying to bring people together and break the paradigm that we are all entrenched in. One of the organizations is the Parents Circle Family Forum. I don't know if you're aware of that. These are bereaved families from Palestine and Israel who have lost their children and their mothers and their fathers and brothers and sisters and everyone to the bloody conflict. I call it conflict, I don't have another word. Yeah, it's an oppression, it's an occupation. All these words are legitimate for me. I don't run away from them, believe me. Not me, but many do. It's hard to face this. It's hard to think of yourself as imperfect. People want to think that they are perfect, but nobody is. No nation, no people. I don't believe in extremism. I don't believe in absolute truth. I don't believe in self-righteousness. We're human creatures. We make mistakes. We have to be able to be courageous enough to say, I'm sorry. On the way to fulfilling my dream, I caused you pain. And this is an important thing. And this is why I love the Parents Circle Family Forum. Because they are courageous enough to recognize the other's pain through their own, to reach out their hands and to work together so no one will suffer the same fate. And there's another organization called Combatants for Peace. Fighters from both sides, Israeli soldiers and fighters or resistance fighters from the Palestinian side. We grew up, and this is a terrible thing, thinking that every Palestinian who throws a rock is a terrorist. I grew up with that word, and it took me a long time to shatter that thinking in my brain. I said, but no. Okay, a person that goes on a bus and blows themselves up is a terrorist, all right? That's not legitimate. But every kid throwing a rock is fighting for their independence. And we in Israel, it's impossible for most Israelis, and that's why this forum is so important. I go to sing. Every year, I insist on singing in their, we have a Memorial Day service. It's called the Joint Memorial Day service. It comes on the Israeli Memorial Day. Israelis, many of them, hate it. They can't handle it. They say, this is our day for remembering our soldiers. Why should we also cry with the other? And I say, no. This is the day we must cry together. Every life lost is a precious life. And if you don't recognize the pain of the other, you will never be able to live, to see them as human and live in peace. The dehumanization will continue. You want to tell me that every 12-year-old kid killed in Palestine is a terrorist? Are you crazy? What are you talking about? Listen to yourself. And so that's why I go sing every year. There was a petition to take away my Israeli citizenship because of that. Yes. Hundreds of people signed it. But I continue because I'm very stubborn. My mother says you were born without the bone of the fear. Where is the bone? I'm lucky in that sense of fear. So I hear you, sister. I think it's a tragedy, and we have to talk about it again and again and again. My problem is, and I have to say, I am opposed to the boycott movement. I feel, and the boycott movement has boycotted me many times. And I say to them, guys, are you crazy? That's right, I'm Israeli. I'm not tearing up my passport. I'm part of Israel. But I'm fighting for peace. So give me some slack, help me out. But rather, because I'm Israeli, they will oppose me in every way. And David Grossman, and Batsheva, the Ohad Naharim, and David Grossman, who lost his son, whose son was killed in one of the wars and continues to be a fighter for peace in every single way. Ohad Naharim, one of the most amazing choreographers we have in Israel, Batsheva Dance Company, who is a big, protagonist of peace and human rights, boycotted. I don't believe in it. I believe the idea is to work together for peace, to raise a big voice for peace, to use social media, to use, Bella Hadid, gorgeous, amazing, I love her, There was a big discussion in Israel. Oh, she hates Israel. I said, no, she doesn't hate Israel. She's fighting for her people. What do you want from her? It's her right to do that. But I say to her, the next step, Yalla, now in your 2 million people on Instagram, highlight the peace workers, because they're boring. Peace workers are boring. They're not beautiful, they're not glamorous, they're not models. They're just boring people who risk their lives again and again. They're abused by their own communities, from Arab and Jewish, are hated, and they
start going, continue. So give them some Instagram tips. Put a story up about them. I mean, I really believe that this dynamic of talking about, putting things open, being courageous enough to say, yes, there is an occupation. There are people here who deserve what we have. Talking about it. Everyone deserves to live with dignity and peace. And yes, the mentality of being afraid to talk about it within the Palestinians is appalling. I know you grew up with it. We grew up not knowing about it. You grew up not speaking about it. You know, it's ridiculous. So yes, we have to change that in every possible way and not be afraid to do that. Let me say something. I give you a beautiful sentence to remember. You know, most of the time, Israelis are pointing a finger to the leadership of Palestinians, like to Hamas. Palestinians are pointing the finger to the governments of Israel. But think of it graphically. Point out. This is a duel. This is violence. This is swords. It's like this. It's like the saber. But when people reach a hand for peace, they don't go like this. They go like that, hand to hand. And so when we try to reach to Palestinians and Palestinians to Israelis, it's that. That's peace. The pointing. I mean, you don't know if I support my government or not. But this is what we do all the time. We blame the totality of Palestinians through their leaders. They blame ours. We know we should topple our own leaderships if they do wrong, and we just did. And we hope, glimmer of hope they do wrong. But just remember that this is fighting, and this is reaching. Thank you for your comment. Hola, buenos días, yo soy Nuria Román, soy escritora y bueno, me ha sorprendido, o no sé si he llegado a entender un poco allí cuando decía el tema de la culpa, porque yo sí que creo que somos culpables y de alguna forma responsables, ¿no? Que tenemos que asumir parte de la responsabilidad de los conflictos y de la situación de los desfavorecidos, ¿no? Que creo que aceptar nuestra culpabilidad y responsabilidad es uno de los caminos para encontrar un diálogo, ¿no? Y probablemente el camino sea el perdón, ¿no? En estos conflictos, ¿no? Al final. No sé si me ha entendido. Está siendo un poco abstracta. Es que cuando has hablado de si los pobres no somos culpables de pobreza o no hay pobreza, yo creo que sí que somos culpables de muchas cosas que hay en este mundo y creo que sí que tendríamos que asumir parte de la responsabilidad de la situación donde estamos hoy. Pero quizás por nuestros antepasados, pero que sí que lo somos responsables de alguna forma. Of course we are responsible. The reason I didn't hear you well is because in the beginning this plan went out and half the and I was looking to figure that. Yes. First of all, we are, each one are guilty of many things. Two, we always have to be compassionate. So those two things are important values. I mean, it's about not just being guilty, but as Noah said so beautifully, admitting to your being a human being and accepting your guilt and asking for forgiveness, apologizing, changing the situation. I mean, there's a difference between saying I'm guilty and I will be either rewarded or not in the next life. That's questionable. What do you do tomorrow? Do you come, like Noah said, you come to the Palestinian or to whoever you oppress and say, I acted horribly.
I mean, I had my reason, my narrative. I was not looking at the other. I was non-altruistic. I didn't even see you as I was running over you with my truck. But that doesn't absolve me. It doesn't absolve me from the pain that I inflicted, from my responsibility for what I did, and from including you and compensating you and asking your forgiveness, as I expect from each one to do to me, but not a condition. But first expect. I expect, you know, one of the most noble things that happened here in Spain, that after 500 years, Spanish government is giving citizenship to Jews who have names who can prove they're being Jewish 500 years ago when the Jews were expelled in 1492 from Spain, and now you're saying, I have to say something about that if you let me. Yeah, I'm just saying, for me, I know there are always strange political interests, and I'm not going into that. I'm not naive. But I'm saying in a historical perspective, no matter what it is, even hanging on this phrase, even if it's saying, whoa, there's a big admittance. You know, On peut dire qu'on est en train d'admettre là quelque chose d'énorme. Vous savez combien d'Israéliens vivent à Berlin? Le fait que les Israéliens puissent vivre ensemble en Allemagne, ça fait à peine 10 ans, je dis bien, après le plus grand holocauste, on a renouvelé les relations entre Israël et l'Allemagne. Et avec tout le respect des personnes qui sont mortes, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'à peine 10 ans après, ils ont pu rétablir ces relations entre l'Allemagne et le peuple juif, et qu'il y ait des dizaines de milliers de Juifs qui vivent actuellement en Allemagne en allant aux écoles allemandes, après tout ce que l'on a vécu le siècle passé. Et pendant de très nombreuses années, on parlait de l'Espagne, on parlait de la Grèce, de Rome. Mais dans le monde, il y a toujours des énormes massacres. Et bien sûr qu'il nous faut nous sentir coupables, mais aussi remplis d'espoir. On doit s'excuser, mais être prêt aussi à compenser. Mais toujours avec une mesure adéquate pour ne pas être, pour que cela soit impossible à contrôler. Je vous en prie, allez-y. Bien, après vos paroles concernant la citoyenneté pour les Juifs qui avaient été expulsés en 1492, cela m'a touché directement. Et pour moi, c'était très injuste, extrêmement injuste, je dis bien. Et je suis désolé de raconter mon histoire personnelle, c'est qu'en vérité, il y a 2 millions de personnes, des Marocains, qui vivent en Espagne. Et la procédure qui existe pour obtenir la citoyenneté ici est un enfer. Quand j'avais 20 ans, ça faisait 12 ans que je vivais ici en Espagne, et j'ai essayé d'obtenir la citoyenneté. Et je n'avais pas pu obtenir une bourse de là. Et je voulais continuer à faire mes études parce que j'ai fait de mon mieux pour atteindre l'université. Comme étrangère, je n'avais pas de droit à une bourse du gouvernement espagnol. Alors, j'ai essayé d'atteindre cette citoyenneté et il m'a fallu 4 ans de démarches administratives. J'ai dû demander des documents au Maroc, quelque chose de très difficile aussi. Et il m'a fallu 4 ans, je dis bien 4 ans. Et pendant toutes ces années-là, je ne pouvais ni travailler, je n'avais pas d'autorisation à demeurer, pas de permis de résidence. J'étais une femme avec une enfant, célibataire,
J'essayais de lui donner une sécurité, de lui donner tout ce dont il avait besoin, mais j'étais complètement seul parce que je me suis opposé à la misogynie dans ma famille. Et pour moi, c'était absolument nécessaire. C'est une question de vie ou mort que d'obtenir cette nationalité. Et alors, ils ont changé la loi et ils ont décidé d'octroyer la citoyenneté aux séphardis, anciens juifs qui avaient abandonné ou avaient été expulsés 500 ans avant. Et pourtant, nous qui vivions ici, on ne pouvait pas atteindre la nationalité. Nous étions donc complètement hors du système, sans aucune reconnaissance, déshumanisés. C'était un enfer. Et moi, je ne pouvais pas comprendre pourquoi il était aussi facile d'avoir la citoyenneté du passé, un passé très éloigné, et non pas du présent. Et que moi-même, qui avais grandi dans cette société-ci avec ma famille, je ne parvenais pas à atteindre cette nationalité. Je me sentais comme les autres enfants qui allaient à l'école. Et quand j'ai grandi à Vic, à côté de Barcelone, j'étais un égal avec les autres de la classe. Et malheureusement, j'ai bien compris que ce n'était pas ainsi, c'était une espèce d'apartheid dans notre cas, car nous n'étions pas aussi humains que les autres qui avaient leurs droits. Et il m'a fallu lutter contre beaucoup de choses. Et je me suis senti très trahi par la loi que vous avez évoquée dans ce contexte, parce que pour une personne qui a des origines séphardies, donc juive à l'époque, c'était très simple que d'envoyer la documentation, tandis que moi, je devais passer 10 ans en Espagne sans rompre ma résidence pour avoir un accès, obtenir un contrat de travail, donc beaucoup de contraintes, et c'était très injuste, excusez-moi. Et il en était de même avec le joueur Messi qui a commencé à jouer du foot et il a obtenu sa citoyenneté immédiatement, tandis que moi j'attendais et j'attendais pour obtenir ma nationalité. Et cela était terrible parce que Messi, il a du talent, mais moi aussi j'ai du talent. Et est-ce que je suis moins importante à cause de ça, d'écrire que de jouer au foot? Mais vous avez raison, vous avez absolument raison. Ça n'a aucun sens, malheureusement. Je partage et je vous soutiens complètement là-dessus. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement espagnol a réalisé cela, mais cela illustre quelque chose, quelque part. C'est que l'histoire et les origines d'un peuple comme celui des Palestiniens, on ne peut pas effacer les sentiments des personnes, comme la souffrance que vous ressentez ou le sentiment que les gouvernements, nous savons ce qu'ils font, mais il y a du coup une altération terrible et il y a de nombreux Palestiniens qui luttent pour quelque chose ou qui souffrent pour une chose très élémentaire. Si une juive souhaite vivre avec un Palestinien, si le Palestinien essaye de se déplacer, c'est interdit. Il ne peut pas ni acquérir la nationalité, ni même après de très nombreuses années, ce n'est pas possible. Donc il y a beaucoup de cynisme finalement dans toutes ces démarches. Et nous devons respecter des personnes comme vous et bien nous raccrocher aux valeurs les plus profondes. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Il faut être très courageuse pour dire toutes ces choses. Vous m'avez beaucoup touché. Gilles parlait de cette loi comme un exemple. Évidemment, nous n'avons pas de connexion avec quiconque, comprenez-le. Nous disons tout simplement que le monde est plein d'injustices et avec beaucoup de souffrances humaines et avec des choses qui nous rendent fous. C'est pourquoi il y a tant de personnes qui font un pas de côté et disent « j'en peux plus, il y a tellement de souffrances, tout est aussi tragique, mais que puis-je faire, moi ?»
Alors, ou carrément, je pars avec les méchants, ou tout simplement, ils abandonnent leur lutte. C'est pourquoi, au moins, nous avons la chance d'avoir des personnes comme vous et nous qui sommes prêts à combattre et à lutter contre cet absurde. Je tiens à t'embrasser, vraiment. Merci. Muchísimas gracias. Est-ce que vous avez la nationalité maintenant? Oui. Bueno, creo que vamos a cerrar esta conversación. Oui, effectivement, j'ai la nationalité. Nous allons clore cet échange. Je crois que quelque part, nous ne pouvons pas le faire sans rappeler Camus. Je pense que l'artiste fait partie du monde, de notre monde actuel. Je pense que vous quatre, vous avez montré votre engagement, votre implication avec la société dans laquelle nous vivons. Et c'est un privilège de vous avoir donc créateur, créatrice, tel que Camus vous définissait, dans l'idée que l'artiste ne juge pas, mais plutôt essaye de comprendre. Je pense que vous quatre, avec votre écriture, vous nous le montrez. Merci. Merci, nous allons faire une pause café. Il faut faire très attention au moment donc de sortir de la salle. D'abord les gens qui sont à l'amphi et ensuite donc on va donc en partant du fond, on va donc vous restez sur place. Vous pouvez laisser vos casques si vous revenez. Si vous allez partir, il faut que vous le rendiez. Mais en fait, on va commencer donc à vous faire sortir donc en commençant par le fond, en haut tout d'abord et ensuite les derniers rangs.